Alors moi, je résumerai mon propos en deux éléments principaux. D'abord, et c'est ce qu'on essaye de faire chacun, chacune, à des tas de moments de toute l'année, c'est résister. Parce que, évidemment, nous sommes dans un moment politique national et international, avec cette réaction fascisante qui déferle sur le monde et qui attaque toujours, ça c'est une constante, la recherche, les médias, la culture. Là, vous pouvez chercher, hein, c'est toujours comme ça. Donc, aujourd'hui, dans l'opposition, et demain, je ne l'espère évidemment pas, mais nous pouvons nous y attendre si jamais ils accédaient au pouvoir demain au gouvernement, ils s'attaquent extrêmement violemment à la recherche et l'université, aux médias et à la culture. Et bien sûr, il nous faut résister. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moments où on ne sait où donner de la tête, tant les attaques sur la liberté de création, sur la liberté de programmation sont importantes, sont nombreuses, sont très violentes, qu'ils soient le fait de collectivités avec à leur tête des maires récemment élus, ou des présidents de région ou présidents de région censés être de la droite républicaine et qui pourtant ont un discours très proche de l'extrême droite, que ce soit bien sûr aussi dans cette pression exercée sans arrêt aux subventions et qui fait que, évidemment, les acteurs culturels se sentent moins libres de proposer et d'inventer des formes qui peuvent être subversives, dérangeantes, ou parler de la France, de notre pays, de notre volonté d'une culture ouverte et d'une culture qui représente toute la diversité de notre société. Résister aussi contre la concentration. Bien sûr, je pense qu'il y a eu vaguement créé un poste sur la liberté de création au ministère de la Culture, mais qui n'a fait l'objet d'aucun soutien. Donc c'est quelque chose qu'il faut porter extrêmement fort et au plus haut niveau de l'État dans tout projet d'une politique culturelle. Cette résistance et cette protection et cette volonté de développer la liberté de création et de programmation. Il y a bien sûr aussi le fait de lutter contre la concentration. J'ai proposé une loi qui, grâce au groupe écolo, a été débattue. Bon, rassurez-vous, entre guillemets, on a fait l'objet d'une obstruction assez massive de LR et des parts RN, dont on voit la porosité, qui fait qu'il n'y a que l'article 1 qui a été adopté. Ils ont empêché l'adoption globale. Mais cette loi sur la concentration, elle parlait des médias, mais elle parlait bien sûr de toutes les formes de la fabrique de l'opinion publique qui sont aujourd'hui assaillies de capitaux privés et qui sont, bien sûr, on l'a vu, il faut arrêter pour certains, je pense à des régulateurs comme l'ARCOM se cacher derrière son doigt, oui, voilà, il y a une volonté politique, elle est claire, elle est affichée, parfois elle est assumée en tout cas, et elle est lisible, visible dans tous les secteurs de la fabrique de l'opinion publique. Et là, moi, je dois dire qu'il y a quelque chose qui me fait pousser à l'espoir dans cette résistance, c'est que je me rends compte quand même que dans le cinéma, dans l'édition, dans le spectacle vivant, parce que la concentration, vous le savez très bien, elle opère aussi dans les festivals de musique, elle opère aussi dans les théâtres. Il y a aujourd'hui de nouvelles luttes. Et la convergence de ces luttes est absolument essentielle. Et je sais que la CGT participe de cette volonté de rassembler tous les secteurs culturels pour lutter contre la concentration. Parce que, évidemment, si on reste en silo, on n'y arrivera pas. Parce que la stratégie de ces groupes et du groupe Bolloré, pour ne citer que lui, elle est multi-domaine. Et donc, il faut unir les forces des auteurs et autrices qui se sont mobilisés au moment de Grasset, des cinéastes et techniciens qui se sont mobilisés au moment de Cannes. Il faut unir les forces, évidemment, du service public, de la culture et de toutes ces dimensions et de tous ces secteurs. Il y a là une capacité nouvelle, je crois, à converger, qu'il faut travailler, et bien évidemment, et puis résister au niveau budgétaire, autant que faire possible, dans l'exécution du budget 2026 et dans l'élaboration du budget 2027. Mais je dirais que ce qui marque la période, et c'est aussi beaucoup des interventions qui ont été faites
là dans les heures qui ont précédé par beaucoup d'intervenants, c'est la question de redonner du sens. Finalement, on est dans un moment où tout un tas de consensus sur lesquels on vivait et on était peut-être un peu endormis, ont été extrêmement fragilisés. Vous savez, il n'y a pas que la culture, il y a aussi, moi, il y a un truc qui m'a halluciné. Récemment, le ministre de l'Enseignement supérieur a dit comme ça, crème, bon, si on n'a pas assez de place pour les étudiants, il y aura moins d'étudiants, quoi, c'est pas grave. Alors que jusqu'à présent, il y avait une forme de consensus dans notre pays. Plus la jeunesse se forme, mieux c'est. Maintenant, c'est plus ça. Donc, il faut recréer ce consensus sur de nouvelles bases, bien évidemment, parce que seul ce consensus des habitantes de notre pays pour refaire de la culture une fierté, se bagarrer pour l'exception culturelle, et certainement ce consensus doit se construire avec les acteurs culturels dans le aller vers, dans le faire avec les gens. Et je sais bien que vous le faites tous et toutes en vérité, mais c'est occulté. Ce n'est certainement pas suffisamment porté politiquement, et c'est mis dans les... c'est certainement pas mis au cœur de ce qu'on raconte de vous. Et c'est à nous aussi de dire le travail incroyable qui est fait dans énormément de territoires, quasiment tous, où il y a une petite compagnie ou une grande structure qui cherche à faire avec, qui cherche à aller vers... Et ça doit être au cœur d'un nouveau consensus qui doit être créé avec la population, parce que c'est sur la base de ce nouveau consensus, de ce sens retrouvé, qu'on pourra créer les conditions pour aller au budget de 1% du PIB. Peut-être le PIB, c'est pas la meilleure manière de compter, parce que c'est vraiment des vieilles façons de compter très productivistes, mais en tout cas, d'assumer que la société post-carbone, c'est une société du lien, et c'est une société aussi de l'humain à humain. On n'a pas beaucoup parlé de l'IA, je sais que c'est un gros enjeu pour les auteurs et pour les autrices, et aussi pour des tas de métiers dans la culture. Mais si on replace vraiment notre projet de société sur les liens humains, évidemment, on pourra affronter l'IA et ses conséquences de manière beaucoup plus sereine et faire en sorte que dans notre pays, la culture redevienne une évidence et ne soit plus traitée comme ce qu'elle a été pendant le Covid, c'est-à-dire un enjeu mineur.